Kenny. Bonsoir, professeur. Je Bonsoir, suis Madame Madame Diouf. Ndeye Aïssatou, déclarante responsable des établissements scolaires La Tarbia. Et je suis honorée de vous accueillir aujourd'hui sur notre plateforme lors de ce webinaire. Et j'aimerais que vous nous disiez comment vous voulez qu'on fonctionne aujourd'hui. Vous exposez, on interagit, on vous pose des questions, on peut vous couper, on attend la fin pour vous poser les questions. Quel process vous voulez mettre en place en fait, voilà. D'accord, merci à vous et merci. À Madame Kenny également pour l'invitation. C'est un vrai plaisir de pouvoir partager. C'est vraiment un moment de partage parce que j'ai compris que c'est une plateforme d'acteurs de la petite enfance. Donc, nous sommes tous engagés dans le même train pour le bénéfice des enfants au Sénégal, mais rapidement, ça dépasse le cadre du Sénégal. On fait quelque chose de bien pour les enfants, ça dépasse l'espace où on le fait et ça dépasse le temps où on vit. Ça s'éternise. Donc, c'est toujours un plaisir pour moi, en tout cas autant que je peux, de pouvoir participer à des sessions d'échange et de renforcement de capacité dans ce domaine. En remerciant, comme elle dit, mon collègue Yves Kassoka pour la mise en relation. Pour de ma présentation, en tout cas, il y a trois grands temps que j'ai préparé. Il y a un temps qui est consacré à l'enfant, connaître l'enfant, connaître un peu c'est quoi les soins attentifs. Quand les soins attentifs, c'est très important de savoir ce qu'il y a derrière et de voir aussi qu'en réalité, les contenus ne sont pas nouveaux, mais ce qui est nouveau, c'est comment on les met ensemble, comment on met ensemble la nutrition, la protection et les apprentissages précoces. C'est ça la nouveauté pour avoir un impact. C'est un premier temps. Il y a un deuxième temps pour voir qu'est-ce qui est nécessaire maintenant pour pouvoir développer le potentiel de l'enfant, nécessaire en termes de compétences chez les intervenants et nécessaire en termes de compétences chez les parents qui sont les premiers éducateurs. Et vraiment, je vous remercie également d'avoir agréé ce thème. Les parents sont les premiers éducateurs. Et nous espérons que l'État du Sénégal et les États africains vont comprendre ce message, mais au-delà de ça, vont comprendre les enjeux qui sont derrière ce message-là pour investir de manière très volontariste sur les parents. Donc, c'est trois temps. Donc, maintenant, on peut peut-être donner une quinzaine de minutes peut-être par temps et ouvrir des discussions pour, si on veut épuiser en tout cas ce que j'ai proposé. On peut également choisir de couper. Le risque, c'est qu'on risque de ne pas aborder les trois temps. Donc, je vous retourne la patate chaude. D'accord, donc ce qu'on va faire, vous allez faire votre exposé. Nous, en attendant, dans le chat, on peut mettre nos questions et à la fin de votre exposé, on vous donnera les autres questions. On peut faire comme ça. Parfait. D'accord. Merci beaucoup. Donc, voilà, je vous donne la parole et merci beaucoup. Super, merci. Je vais faire mon partage d'écran. D'accord, parfait. Je crois que je n'ai pas les autorisations. Ah. Faut que vous activiez le... Oui. Qu'on vous nomme hôte. Oui, parce que... Elle avait déjà fait, c'est reparti. Voilà, c'est bon. C'est bon? C'est pas... Oui, c'est bon. Super, ok. Alors, je crois que c'est ça. Vous pouvez me confirmer que vous voyez mon écran? Oh, d'accord. Super. Donc, voilà, encore une fois, merci et bonjour à tous les participants,
à cet important webinaire. Ce que je vais aborder avec vous, c'est les soins attentifs. Donc, c'est un concept qui est un peu développé par les organisations comme la Banque mondiale, un peu les Nations Unies avec l'OMS surtout, et les réseaux internationaux de la petite enfance. C'est un concept qui est nouveau, mais le plus important, comme je l'ai dit, c'est que quand on l'aborde, on voit au final que tout ce que dit le concept, c'est quelque chose que l'on connaît très bien, aussi bien dans les pratiques quotidiennes que dans les sagesses traditionnelles de manière un peu plus générale. Donc, je ne vais rien vous dire de nouveau, je pense, mais je vais vous présenter une articulation de comment les différentes personnalités de l'enfant, comment les différents besoins comme la santé, la nutrition, l'éveil, la stimulation, comment ces différents paquets s'articulent et comment cela, qu'est-ce que cela signifie en termes de compétences, n'est-ce pas, chez les personnes qui s'occupent des enfants dans les différentes structures, mais également dans les familles. Donc, on va parler d'un schéma cohérent d'intervention dans le développement intégré de la petite enfance. Alors, je vais commencer par parler de ce que l'on sait. J'essaie de garder le temps. Très bien. Donc, il y a ce que l'on sait. Ensuite, il y a les pratiques. Quand je dis ce que l'on sait, ça veut dire sur le plan scientifique. Il y a également les pratiques familiales avec les bébés et les jeunes enfants. Il y a les schémas en fin de compte, le schéma d'intervention. Et il y a toutes les applications chez les prestataires de soins, chez les parents. On va... Il y a quelqu'un qui a ouvert son micro. Est-ce qu'il peut le mute? OK, merci. Donc, je disais qu'on va également aborder la question du développement des compétences chez les prestataires de soins, chez les parents en général, et aussi voir l'importance d'impliquer les papas. Vous voyez, et pourquoi est-ce que c'est vraiment, ça peut avoir un effet très, très, très positif sur le développement de l'enfant et bien entendu, pour préparer les enfants à réussir dans leur vie en renforçant leur capital de confiance en soi. Voilà. Allons dans maintenant ce que l'on sait, en particulier pour ce qui est des aspects neuroscientifiques. Dans ce que l'on sait, il y a le fait que toutes les dimensions de la personnalité, toutes les compétences de l'enfant, toutes les capacités de l'enfant ne se développent pas au même rythme et ne se développent pas au même moment. On peut prendre l'exemple de la vision et du langage. Par exemple, pendant les premières semaines, la vision va maturer très, très vite. L'enfant passe d'un petit espace seulement qu'il pouvait explorer visuellement, un petit espace comme ça, à un espace très large avec une capacité à analyser les distances, les profondeurs, les hauteurs. Ouais, donc sa vision mature vite et il peut percer très, 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 très loin son environnement, alors que le langage va se développer beaucoup plus lentement. Il va commencer par, comme vous le savez, les babillages, un peu, et vous voyez le son A est quasiment le premier son que l'enfant a fait, parce que pour faire le son A, il suffit simplement d'ouvrir la bouche à ainsi de suite. Donc, il n'y a pas besoin des dents pour le faire. Alors qu'il y a certains sons qui nécessitent qu'on puisse qu'on ait des dents, comme le T, le D, puisqu'on fait exploser, notamment les plosives, hein, on fait exploser un peu le son. Il y a ce qu'on appelle également les dentales. Vous voyez, ça nécessite d'avoir des dents, pardon. Et vous voyez qu'en réalité, tout ça, ça a beaucoup de sens. On comprend pourquoi le langage oral, le langage parlé, va apparaître
un peu plus tardivement. Mais il ne faut pas se tromper parce qu'en réalité, on prend le langage ici comme une dimension. Toutes les dimensions d'une même composante, ou pardon, toutes les composantes d'une même dimension ne se développent pas au même rythme. Dans le langage, il y a ce que je viens de dire, donc le langage parlé, la production du langage, mais il y a également le fait de comprendre, donc la compréhension du langage. Ce que je vous matérialise ici, on estime qu'il y a une aire du cerveau qu'on appelle l'aire de Broca, où le cerveau va réguler la production du langage. C'est donc tous les, comment ça s'appelle, toutes les activités, des contractions des muscles bucco-faciaux pour produire les sons, les contractions de la langue, ainsi de suite. La langue joue un rôle essentiel dans la production du langage oral. Donc, tout ça, c'est géré par le cerveau et on pense que l'aire de Broca, donc cette zone du cerveau que vous voyez ici en bleu, elle joue un rôle essentiel dans la production du langage. Parce qu'une personne qui a des lésions cérébrales sur cette aire-là, des accidents cérébraux sur cette aire, aura beaucoup de mal à parler. Alors que la compréhension du langage est gérée par une autre structure du cerveau qu'on appelle l'aire de Wernicke. Donc, c'est une instance où le cerveau va réguler un peu donc, la compréhension du langage. Et on voit que beaucoup de personnes se trompent parce que par le fait que le bébé n'a pas maturé sa production langagière, il conclut même que le bébé ne comprend pas. Alors que comprendre et parler, c'est deux choses bien différentes. Le bébé comprend ce qu'on lui dit et très vite parce qu'il a besoin de comprendre pour continuer à vivre. La compréhension, elle est adaptative. C'est une fonction adaptative. Vous voyez, il est plus important de comprendre que de parler. Ça, c'est très essentiel. Vous voyez. Donc, la compréhension du langage va se développer beaucoup plus vite grâce à certaines facultés qui sont très tôt présentes chez le bébé. Par exemple, le bébé va très rapidement chercher les liens entre les événements. Vous voyez, il va se faire une théorie de la causalité. Vous voyez, qu'est-ce qui fait que ça bouge? Et il va accéder à ce qu'on appelle la permanence de l'objet. Donc, c'est une intelligence très adulte et elle est scientifique en réalité. Et on retrouve ça chez les bébés dès l'âge de 6 mois. Vous voyez, alors que les premiers mots peuvent apparaître beaucoup plus tard. Les phrases, n'en parlons même pas. Vous voyez, les phrases complètes peuvent apparaître même très tardivement. Parfois même, les phrases complètes peuvent apparaître vers l'âge de 3 ans, 4 ans, même parfois 5 ans. Beaucoup de parents s'inquiètent alors qu'il n'y a rien. Ouais, c'est juste que le bébé, voilà, je peux quasiment dire, a décidé de ne pas parler tout de suite, mais ses capacités langagières sont bien intactes et sa compréhension du langage, sa compréhension de ce qu'on lui dit est tout à fait impeccable. Mais les parents s'inquiètent souvent et la première question qu'il faut leur poser, c'est est-ce que votre enfant comprend quand vous lui parlez? S'il vous dit oui, c'est que généralement, il n'y a pas à s'inquiéter. Toujours ce que l'on sait, on voit que différentes dimensions, vous voyez, sont interconnectées et sont interdépendantes, vous voyez, dans leur développement. Vous voyez, la vision va se développer en même temps que beaucoup d'autres facultés, n'est-ce pas, comme les facultés un peu motrices, parce qu'il faut bouger la tête, vous voyez, et ces mouvements de la tête vont également jouer dans la maturation de la vision, tout comme la maturation de la vision va influencer la maturation des muscles du cou. Vous voyez, c'est très important parce que le bébé fait des efforts pour voir. Ces efforts-là vont faire maturer sa vision, mais en même temps, les efforts les activités visuelles, les intérêts visuels vont faire qu'il va développer les muscles du cou pour aller regarder des choses et explorer son environnement. Vous voyez, c'est lié. Et quand le cou est suffisamment posé, le bébé commence à s'asseoir. Ouais, parce que c'est très difficile de s'asseoir si les muscles
du cou ne sont pas bien développés. Parce que s'ils ne sont pas développés, le cou ne peut pas tenir la tête. Si le cou ne peut pas tenir la tête va basculer parce que pendant les 6 premiers mois de la vie, le poids de la tête va représenter une proportion importante du poids de tout le corps. C'est en se développant que cette proportion diminue avec l'âge. Mais vous voyez, pendant une très bonne partie de la toute petite enfance, les 6 premiers mois notamment, la tête du bébé va représenter une proportion vraiment non négligeable, de sorte que si les muscles du cou ne sont pas développés, le bébé tombe. Et généralement, quand il tombe la tête en premier parce qu'il n'y a pas de cou pour retenir ça. Donc ça, c'est très, très important à comprendre. Et du coup, vous voyez que c'est très important de comprendre également pourquoi en Afrique, on mettait certains colliers un peu au bébé. Ouais, c'est des colliers qu'on leur mettait au cou. Les gens pensent que c'est démodé, les nouveaux parents modernes, alors qu'ils ne savent pas que ça, c'est essentiel. C'est pas essentiel. Vraiment, c'est très, très important. C'est un outil important pour stimuler le développement des muscles du cou. Oui, parce que regardez bien comment les Africains taillent les bouts de bois, là, je pense que c'est du goé, qu'ils mettent autour du collier. C'est taillé de manière pointue. Vous voyez, ça stimule un peu les muscles du cou. Il y a énormément de science derrière tout ça. Malheureusement, nous n'avons pas exploité ça suffisamment dans nos ressources traditionnelles, mais ça veut dire que nos ancêtres savaient très, très bien qu'il fallait développer les muscles du cou et avaient trouvé une façon de développer les muscles du cou avec ces colliers-là. Et comme le goé a un très bon parfum, très agréable, vous voyez, en tout cas, ça peut stimuler en même temps l'odorat chez l'enfant. Vous voyez, donc ils ont créé un outil très puissant. Ce collier-là que l'on néglige, il est très puissant pour développer beaucoup de facultés chez l'enfant et coordonner ces facultés-là. L'odorat, vous voyez les muscles du cou, peut-être même pourquoi pas la vision, mais ça crée un intérêt très sophistiqué, un intérêt très pluriel avec l'odorat, les muscles, la motricité, beaucoup de choses en même temps. Donc, c'est très, très intéressant et moi, je voudrais vraiment recommander les parents qui ont des tout petits bébés un peu. Et sachez qu'en tout cas, ces colliers-là sont des colliers de grande qualité qu'il ne faut pas négliger, même s'il faut veiller à leur hygiène et tout ce que l'on veut et s'assurer que ça ne blesse pas l'enfant. Maintenant, si je viens sur ce que je disais, que se passe-t-il, par exemple, quand on marche? On marche en regardant où on va, par exemple. On peut estimer la distance. On peut réfléchir en même temps à quelque chose quand on marche. Et beaucoup de facultés se développent en même temps ou sont mises en branle en même temps quand on marche. Vous voyez, l'activité de marcher n'est pas une activité seulement motrice. C'est une activité psychomotrice. Il y a énormément de choses en même temps que l'on marche. On estime la distance où on va, on peut ressentir des émotions, on les gère, on ressent aussi de la fatigue ou non, il y a la motivation. Énormément de choses se passent pendant qu'on exécute une seule activité. Donc, aucune activité n'est simple. Toutes les activités sont complexes et sophistiquées. Alors, il y a également ce qu'on appelle la... L'orologio forse Si vous pouvez éteindre votre micro. Yeah, thank you. Il y a également la multimodalité. Dans la multimodalité, c'est l'idée que plus on code différemment une information, plus il est facile de retrouver l'information et plus rapidement on retrouve l'information. Je peux donner un exemple un peu très terre à terre. Imaginez, vous avez un fichier que vous voulez sauver quelque part. Vous le sauvez dans votre ordinateur, vous le sauvez sur une clé USB, vous le sauvez sur
sur votre iPhone ou votre smartphone, vous le sauvez sur un disque dur externe, vous en parlez à un ami, je ne sais pas, le contenu, ainsi de suite. Donc, vous avez plusieurs fois sauvé l'information sur différents formats. Par exemple, vous prenez également, vous lisez le contenu du fichier dans un fichier sonore, vous le stockez. Donc, vous avez plus de chances de retrouver cette information. Et c'est comme ça également que le cerveau va opérer. Un seul objet peut être traité sur différentes dimensions pour être stocké dans différents types de mémoire. Et si vous regardez, je prends par exemple cette bouteille, par exemple, vous voyez, j'ai plusieurs types d'informations sur cette bouteille. Quand je prends la bouteille, je peux voir si la bouteille si la bouteille, oui, en tant que telle, elle est souple, ou est-ce que c'est plutôt rigide, est-ce que c'est froid, est-ce que c'est plutôt chaud, est-ce que vous voyez, est-ce que c'est lourd ou c'est pas lourd, il y a de l'eau. Je peux traiter énormément d'informations. Est-ce que c'est joli, est-ce que c'est bien découpé, ou est-ce que plutôt ça ne m'inspire pas, ce n'est pas joli, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous voyez. Donc, on a plusieurs types d'informations sur un même objet, ok? Et on code ces informations-là. On parle de multimodalité. Donc, c'est très, très, très important de voir que quand le bébé est avec les adultes, il code énormément de choses en même temps, donc sur le même comportement. Vous voyez, par exemple, quand vous lui parlez, il y a ce que vous lui dites, il y a les mots, il y a leur sens, mais il y a tout le contexte, la façon de le dire. Il y a aussi ses propres sentiments. Qu'est-ce qu'il ressent quand vous lui parlez ou quand vous lui chantez. Vous voyez, il code tout ça et ça reste beaucoup plus facilement dans sa mémoire. Plus c'est codé dans différents formats, plus rapidement on peut retrouver ces informations. Donc, on peut conclure. Yeah. Okay. J'essaie de voir, c'est le micro de qui? Parfait. OK, merci. Donc, on peut conclure de ça que plusieurs aires, vous voyez, du cerveau vont participer à réguler une même fonction. Donc, ils vont participer à une même fonction. Vous voyez. Donc, on va avoir plusieurs façons de coder aussi la même information et on va avoir du contexte. Vous voyez, on parle de mémoire épisodique. Il y a les épisodes. Par exemple, ça vous arrive, vous voyez quelqu'un, vous savez que vous avez déjà rencontré cette personne, mais vous avez oublié son nom et vous essayez de voir où est-ce que, pour retrouver son nom, vous essayez de vous souvenir de où est-ce que vous l'avez rencontré, dans quel contexte vous l'avez rencontré. Vous voyez, et donc vous êtes dans la mémoire épisodique. Vous êtes en train de vous remémorer un peu le contexte. Et généralement, on peut retrouver, ou on n'est pas loin, en tout cas, de retrouver. Okay. Maintenant, venons dans les pratiques familiales. Dans les pratiques familiales, on peut voir, j'espère que vous allez pouvoir entendre ce que je vais vous mettre. Est-ce que vous entendez? Bon, pas pour le moment. Attends. Je vais mettre ça. Normalement, avec ça, vous allez entendre. D'accord. Kuilal ma demba sabar gacandaya des kuilal ndasan kuilal sama dom je salan joyul weto sama dom sama soppe dunda mata joyo mom lay joy ndax yalla fekk sa fan mu guddee
nga am foo ma féete may ñaan ma demba nga day na sa baayo yàllaay buur doom dundal boo dundee ba man liggéey feral saay rangooñe léeg-léeg sax ma dégg ci rajo. Ok, ok, ça vous dit des choses, hein? Je vous ai vu sourire. Ok, vous voyez que, ok, on vit énormément de choses. On vit énormément de choses. Mettez-vous à la place du bébé. C'est même pas la peine de se mettre à la place du bébé. Rien que d'écouter ça, on ressent énormément de choses. Ah, pardonnez-moi, je vais devoir regarder ma batterie. Apparemment, elle est faible. Je plug rapidement. Madame Diouf, ça t'a fait dormir, hein? Moi, je me suis endormie un peu. Moi, j'ai chanté. J'aime bien cette chanson. Moi, comme je viens de me réveiller, je balançais un peu la tête. Hein? Enjoy. Ça fait du bien, un moment. J'aime bien cette chanson. Je l'aime bien. Ouais. Exactement. Ça fait beaucoup de bien. Ah oui. Ça fait beaucoup de bien. Ok, donc vous voyez, quand on écoute ça, quand le bébé écoute ça, il ressent les mêmes choses que vous. Il ressent les mêmes choses que nous. Il entend, il ressent les émotions. Il ressent également un rêve. Vous voyez, il se sent en sécurité émotionnelle, et ainsi de suite. Et dans tous les pays, évidemment, il y a des berceuses pour les enfants. Oui. Ça, c'est des choses de très haute qualité, vous voyez, pour développer les enfants. Parce qu'au début de la vie, les enfants ne se posent pas la question de quelle est la théorie de Einstein. Ils n'essaient pas de trouver ça. Au début de la vie, les enfants se posent la question de leur sécurité émotionnelle. Est-ce que je suis important pour mon environnement? Est-ce que là où je suis, les gens me respectent? Est-ce que les gens m'aiment? Est-ce que, vous voyez, c'est les premières préoccupations du système nerveux, du cerveau de l'enfant, c'est les aspects de sécurité. Pourquoi même la compréhension du langage va se développer très rapidement, beaucoup plus vite que le fait de parler. Comprendre vite si j'ai sécurité pour me développer. Voilà également pourquoi, vous voyez, très rapidement, la vision aussi va se développer, vous voyez, et c'est des fonctions, bien évidemment, hein, pour s'adapter à son environnement. Vous en avez plein, j'ai collecté pas mal de berceuses, mais en Afrique, on peut vraiment avoir énormément de choses là-dessus. Mais je vous partagerai la présentation. Maintenant, quand vous mettez tout ça ensemble, vous pouvez avoir un endroit, un schéma pour intervenir. Parce que on pense qu'on veut développer le cerveau de nos enfants, l'intelligence, vous voyez, mais souvent, on ne sait pas par où il faut commencer. Quand on veut développer son langage, on se pose la question par où on veut commencer. Oui, et généralement, vous voyez, si vous allez dans le domaine de la santé, malheureusement, parfois les gens ont une conception un peu erronée. Les agents de santé sont généralement ceux qui sont les premiers en contact avec les enfants et leurs familles. Oui, par exemple, lors des consultations prénatales. Oui, c'est quand même le secteur de la santé avant le secteur de l'éducation qui est le premier en contact avec les enfants, avec les bébés pendant les 1000 premiers jours. Et nos agents de santé, malheureusement, n'ont pas toujours conscience qu'il ne faut pas rater ces enfants. Vous voyez, qu'ils doivent participer à stimuler les enfants. On ne leur demande pas d'être des enseignants, c'est vrai, mais ils doivent se considérer comme des éducateurs. Oui. Quand les parents viennent en visite, par exemple, postnatal avec le bébé, ils peuvent prendre le bébé, jouer avec le bébé, sourire avec le bébé, sourire au bébé, le bébé leur
le sourire, le stimuler et donner des conseils de stimulation cognitive aux parents. Comment on développe donc, ça veut dire eux-mêmes, dans leur package de formation, nous devons renforcer avec des contenus sur la stimulation précoce, sur l'éveil précoce, pour que les agents de santé qui sont les premiers à entrer en contact avec les enfants fassent ce premier contact-là de manière optimale, de manière efficace, de manière pleine et entière. S'ils ne font que les soins de santé, ce sont des soins qui sont que partiellement efficaces. Parce que le soin, pour qu'il soit totalement efficace, il faut que le soin soit total. Oui, c'est pour ça qu'on parle des soins attentifs. Il faut que le soin soit attentif. Dans la façon de regarder, avant de faire la, par exemple, vous voyez, on peut jouer avec l'enfant, on peut ainsi de suite, avant de faire l'injonction, de sorte que quasiment même le bébé ne va pas véritablement le sentir. Et après l'acte également, vous voyez, il y a de la stimulation qu'on peut faire, jouer avec le bébé, ainsi de suite. Mais ouais, ce qui fait vraiment mal, ce n'est pas toujours la piqûre. C'est l'absence d'attention avant, pendant et après. Oui, on fait la piqûre, il n'y a pas d'accueil chaleureux, il n'y a rien. Ça a l'air même négligent et le bébé ne se sent pas en sécurité. C'est l'insécurité qu'il y a qu'on crée du coup autour de l'acte médical. Vous voyez, et ça fait plus mal en réalité que l'acte lui-même. Alors que des choses très simples, déjà créer des espaces d'accueil, comme on le voit dans beaucoup de pédiatries, centres pédiatriques, un espace d'accueil où le bébé et ses parents peuvent jouer en attendant de rencontrer le médecin, avec des personnels d'accueil qui sont formés aussi, qui savent et que c'est important. Un bon accueil, ça peut permettre de guérir également. Ça, c'est la vérité. Un bon accueil, c'est une partie du soin. Oui. Ça veut dire un accueil négligé, c'est également une partie du soin que l'on perd. C'est ça que ça veut dire également. Vous voyez. Donc, il faut réintégrer le soin, c'est-à-dire que les médecins doivent également arrêter de se considérer comme des gens qui vont juste donner des médicaments ou prescrire des médicaments. Vous voyez, non. Ils sont des éducateurs, ils sont des agents de bien-être. Ils participent au bien-être et ce sont eux qui sont les premiers en contact avec les enfants et avec la famille, bien avant, presque 6 ans avant l'école. Parce que parfois, c'est que vers l'âge de 5-6 ans que les enfants vont dans les structures élémentaires. Oui, donc, imaginez-vous en tant qu'État, vous savez que les premiers jours sont importants. Et une partie de vos services, c'est-à-dire les services de la santé, sont les seuls à être en contact avec les enfants pendant presque 6 ans, voire même 7 dans certains cas. Vous voyez, si on perd les opportunités, si ces agents de santé ne sont pas bien formés, mais ça va, et c'est des opportunités de développement qui sont perdues pour l'État. Et chaque opportunité perdue pour l'État se paye cash. Ça, c'est clair. Ça se paye cash en termes de charges sociales. Ouais, une personne pour qui on a raté la petite enfance, on va devoir investir dans la prise en charge généralement sociale un peu plus tard. C'est généralement comme ça parce que rien ne se perd, tout se transforme. Maintenant, en termes de schéma d'intervention, je vais arrêter là pour cette première partie. En termes de schéma d'intervention, les façons de rentrer en contact avec les enfants, ouais, ou le format le plus direct pour entrer en contact avec la petite enfance, c'est sur les aspects émotionnels. Ouais, parce que c'est de ça que les enfants ont le plus besoin. Ouais, s'il y avait une école pour les émotions, ça aurait suffi aux enfants. Je répète, hein, s'il y avait une école pour les émotions, ça aurait suffi pour développer intellectuellement les enfants. S'il y avait une école où on donne de l'amour, on donne de l'affection aux enfants, ça aurait suffi pour développer leur potentiel. Ce n'est pas les écoles qui développent le potentiel des enfants. Vous voyez, c'est la sécurité émotionnelle avec laquelle les enfants se sentent. Vous voyez, c'est la sécurité émotionnelle que les enfants ressentent en eux qui leur permet de développer, parce qu'ils bâtissent par-dessus ces sentiments de sécurité, ils bâtissent des formes d'intelligence.
À contrario, des enfants qui n'ont pas un plateau émotionnel stable ont du mal à développer leurs facultés intellectuelles. C'est comme si, je vous donne un exemple, si des bombes étaient en train de tomber là où je suis là, je ne vais pas m'occuper de ce live-là. Je vais plutôt m'occuper de me caser quelque part et de rester en vie. Vous voyez? Donc, parce que c'est vital. Donc, les enfants vont plus chercher à être en sécurité d'abord. Donc, la première mission d'une structure de petite enfance, que ce soit le préscolaire, les centres de santé, les centres de nutrition, les centres de protection sociale à travers les plateformes de bourses de sécurité familiale. Leur première mission et leur mission la plus importante, contrairement à tout ce qu'on croit, c'est de rassurer émotionnellement couple, parents, enfants. Vous voyez, vous n'allez pas beaucoup m'entendre parler du couple mère-enfant parce qu'en réalité, le parent, ce n'est pas que la maman, ce n'est pas que le papa. Parfois même, c'est ni l'un ni l'autre. Le parent, ça peut être l'oncle, la tante, mais ça peut être le frère, la sœur, ça peut être une personne respectable qui a de très bonnes intentions et qui a l'intention d'aider les enfants, de les accompagner à se développer. Donc, c'est pour ça que je parle de parents. Donc, la première mission d'une structure de petite enfance, c'est de rassurer le couple parent-enfant qui c'est vraiment la mission, la première, la plus transversale, la mission la plus importante. Donc, rassurer émotionnellement les couples parents-enfants. Et quand ce plateau émotionnel est stable, c'est difficile. Est-ce que vous pouvez fermer? Je suis en train de couper ça. Il y en a 2. C'est bon. Vous pouvez y aller. Right. Donc, désolé. Non, il n'y a pas de problème. Quand le plateau émotionnel est stable, on peut bâtir dessus, vous voyez, les autres inputs comme la famille, les valeurs, les relations, ou alors les aspects très intellectuels comme savoir compter, raisonner, les couleurs, le langage. Vous voyez vraiment les aspects cognitifs ou les aspects psychomoteurs comme la marche, la danse, le saut, l'athlétisme, tout ce que l'on veut. Et d'autres aspects comme la santé. Vous voyez, on se sent que dans les domaines de la santé, on a une santé qui ressemble aussi à comment on se sent émotionnellement, parce que vous savez qu'il y a beaucoup de maladies qui sont psychosomatiques et qu'une bonne partie des maladies, des comprimés par exemple, pour traiter les maux de tête, souvent c'est des médicaments un peu où il n'y a presque rien. Vous voyez, il n'y a pas de vraies molécules pour soigner. On les appelle les placebos. Ce n'est pas de vrais médicaments. Alors que vous voyez, quand vous prenez ça, vous avez le sentiment que vous vous sentez mieux, alors qu'il n'y avait rien à l'intérieur. Parce que généralement, c'est des troubles un peu psychosomatiques. Hein, c'est très important. Donc, voilà un peu, je voudrais faire un petit résumé et rendre la parole. Donc, en résumé, ne pas négliger tout ce qui est émotionnel. Et parmi les choses les plus simples, le sourire. Ne pas négliger le sourire. La caresse sur la tête du bébé, du jeune enfant. Vous voyez, ces choses-là sont rassurantes. En particulier, ça c'est très fortement recommandé même dans nos sagesses, hein, chez les enfants orphelins. Vraiment, ça, ils ont besoin d'une attention très particulière. Une attitude positive est indispensable pour un service de soins attentifs. Toutes les structures de petits enfants sont des centres de soins attentifs. Ouais, il faut le comprendre vraiment comme ça. C'est des endroits où on donne un paquet de soins avec l'hygiène du corps, des habits, ainsi de suite. Ouais, le bien-être dans le cœur, un développement intellectuel, ouais, un sentiment de sécurité de manière un peu générale. Ouais. Le bébé et le jeune enfant ont besoin donc de se sentir en sécurité émotionnelle. Ouais. Et ils attendent de nous. Ouais. Les bébés n'attendent pas que les parents leur expliquent combien font 1 plus 1. Ils ont toute la capacité pour le comprendre. Et en réalité, ce n'est pas nous qui leur apprenons ça. Vous voyez,
C'est très facile pour un organisme vivant comme le nôtre de voir qu'un bâton à côté de notre bâton, ça fait 2 bâtons, y compris si on n'a pas le mot 2 dans notre tête. Mais on voit bien, on peut bien différencier 1 en tant qu'unité et 2 en tant que 2 unités. Vous voyez, les bébés sont capables de faire ça, même s'ils ne savent pas parler. Donc, les bébés, ils nous regardent, ils nous observent. Et voilà, je voudrais arrêter cette première partie sur ce point-là et vous rendre à la parole. Merci beaucoup. Merci. Merci, Monsieur Giroux. Merci beaucoup pour cette première partie. Nous allons peut-être inviter les participants à poser des questions. Mais en tous les cas, c'est très clair dans ma tête, en fait. Et c'est comme si, voilà, vous étiez en train de parler de choses qu'on se dit. Et voilà, quand on entend un expert en parler, on se dit, voilà, effectivement, c'est ça. Parce qu'on voit que les enfants qui ont le plus de potentiel, même à l'école, ce sont les enfants qui sont dans des milieux affectifs assez stables. Et ça se déteint sur les résultats scolaires, ça se déteint sur les compétences et sur tout. Et voilà, nous vous remercions en tous les cas. Madame Bey, vous avez la parole. Mati. Oui, merci Madame Diouf. Et je commencerai par remercier le docteur Giroux pour cet exposé vraiment limpide et clair. Et nous n'en attendions pas, en fait, moins de lui. Et là, je vais lui donner raison. Quand on parle de... Parce que moi, j'ai d'abord fait l'élémentaire pendant 15 ans avant de venir en Amérique. Alors, donc, l'élémentaire, moi, je croyais que, en fait, c'était la rigueur, c'était le bâton, etc. Quand je suis arrivée ici, j'ai travaillé dans un daycare, c'est-à-dire un centre, comment ça s'appelle encore? Le daycare, c'est... Les centres de jour. Voilà. Donc, et là, j'y suis allée avec la même rigueur. Alors, quelques jours après, la directrice m'a appelée pour me dire, Madame, je suis désolée, mais vous n'appartenez pas ici. Parce qu'on m'a regardé avec, j'interagissais avec les enfants avec une certaine rigueur, cette rigueur que j'utilisais avec les enfants du primaire au Sénégal. Bon, donc c'est quand je suis allée maintenant à l'université, etc., j'ai poussé mes études plus loin sur la petite enfance. C'est là où, en fait, docteur, que j'ai vu ces recommandations sur le schéma d'intervention. Effectivement, il faut être doux avec les enfants, les tout petits, la petite enfance. Alors là, c'est juste pour vous donner raison. Et je veux dire par là que, en fait, peut-être que nous, on ne comprend pas trop des choses qui se passent chez nous. Et si on s'arrête sur ces choses, on voit que nous sommes capables de créer au lieu d'attendre des pays développés. J'en veux pour preuve le fameux necklace, le collier dont vous avez parlé tout à l'heure. Et si on s'arrête sur des choses que faisaient nos grands-parents, c'est sûr que nous allons copier des choses positives au lieu de toujours attendre quelque chose des pays développés. Ça, c'est d'un. De deux, maintenant, docteur, je voudrais revenir sur les berceuses. Bon, chaque pays a ses berceuses. Mais nous, comme nous avons des berceuses en Wolof, nous avons aussi des berceuses, nous avons hérité bien sûr, ou bien nous prenons les berceuses françaises. Et là, moi, pour les berceuses, il y a des pros et des cons. C'est-à-dire que l'enfant, quand il dort, quand il fait sa sieste, le bébé, on met une musique sourde, une musique loud, c'est-à-dire une musique qui couvre, voilà, forte et qui couvre tous les bruits. Moi, je suis pro, hein, je suis pro, parce que tout simplement, cette musique couvre non seulement, permet aux enfants de dormir en paix, mais ensuite, ça couvre les bruits
par exemple, un bébé qui se réveille et commence à pleurer, cette musique couvre ces bruits pour permettre aux autres enfants de dormir, en fait, de se reposer et de bien se reposer. Maintenant, docteur, que pensez-vous de cela, de cette musique qu'on met pour que les enfants puissent dormir en paix et que, en tout cas, moi, je dis ma position, je suis pro et j'ai vu, en fait, comment, en fait, les bienfaits de cette musique quand les enfants dorment. Et bien sûr, aussi, il y a la musique et le mouvement, mais là, c'est la musique, je parle de la musique quand les enfants dorment. Je ne veux pas trop monopoliser la parole. Merci beaucoup et vraiment, nous vous remercions de votre disponibilité aujourd'hui. Merci, Madame Diouf, et merci, Présidente. Merci, Mathé. Merci, Mathé. S'il y a d'autres questions, sinon, nous allons laisser M. Giroux répondre. Monsieur Giroux, c'est bon? Vous pouvez répondre à cette question et après, nous allons continuer. Il y a une main qui est levée, oui. Allez-y, je vois Ndiaye. Je ne vois pas le prénom. Si vous pouvez vous présenter et voilà. Merci. Est-ce que son micro a été débloqué? Voilà. On lui demande la réactivation de son micro. Madame Ndiaye? Ça doit être maman Fatou. Bon. Vous m'entendez? Oui, là, ça va mieux, maman Fatou. Je me fais entendre? Oui, là, c'est bon. Mais là, c'est bon. Bonsoir tout le monde, je disais. Bonsoir, mes filles. Bonsoir, Monsieur Giroux. Je crois que j'ai eu déjà le bonheur de suivre un exposé fait par Monsieur Giroux lors d'un panel qui avait été organisé par l'association des acteurs de la petite enfance de Anne. Je ne sais pas, je me trompe peut-être. Le monsieur venait de l'UNICEF et il nous avait fait un très bel exposé. Hein? Je crois qu'il s'agit de la même personne. J'avais été tellement impressionnée qu'aujourd'hui, j'ai demandé à toutes les mamans de mon école, via notre groupe WhatsApp, je leur ai refilé le lien pour qu'elles suivent l'exposé de M. Giroux. Parce que je savais qu'il serait de très grande qualité et que les mamans et toutes les personnes qui sont dans le monde de la petite enfance en tireraient un très grand profit. Donc, à l'instar de Mme Baye, je lui dirai merci et je le féliciterai pour la qualité de son exposé. Moi, j'ai été profondément remuée par la berceuse Mademba. J'en avais la chair de poule. J'ai failli pleurer parce que c'est ancré dans mon subconscient. Ma maman l'a certainement chanté pour moi, mais en tout cas, moi, quand j'étais jeune, on mettait beaucoup cette berceuse à la télé, à la radio, excusez-moi, et cela a un impact très profond, émotionnel, très profond sur ma personne. Et quand il a dit que c'est extrêmement important, je me suis dit, nous avons vraiment de très belles choses chez nous et que nous n'exploitons pas à fond. Et dans ma tête, tout de suite, je me suis dit, il serait peut-être bien d'ailleurs dans les où on s'occupe des enfants, des tout petits enfants, que nous ayons une personne ancrée dans nos valeurs, capable de chanter ces berceuses, de porter les enfants sur le dos quand ils pleurent. Rien que pour ça, on devrait en recruter une pour porter les enfants au dos, leur chanter des berceuses, hein, jouer avec pour leur faire le weng singeleng, sekofalo. Malheureusement, nous avons de très gros complexes. Moi, je sais qu'on faisait des petites chansonnettes de chez nous aux enfants. Une maman m'a dit, et c'est vraiment malheureux, c'est vraiment terrible que nous en arrivions à rejeter ce que nous avons de merveilleux. Et parce que tout simplement, on nous a
modelés dans des moules qui font de nous des complexés et nous pensons que tout ce qui vient de chez nous n'est pas bon. Il faut qu'on aille chercher ce que les autres font. Le collier magnifique. Moi, je suis d'une région à culture presque bambara. Et ces colliers-là étaient fortement portés par les enfants. Ces colliers en goé qui sentent très bon. Quand l'enfant rejette du lait, ça permet d'éviter qu'il ait des odeurs autour du cou. Mais aujourd'hui, je découvre que ces colliers-là ont une valeur très forte qui participe au développement de l'enfant. Et je dis merci à M. Giroux de m'avoir permis de mettre le doigt sur des choses que j'ignorais, alors que ces colliers-là, je les connais depuis ma petite enfance. Je ne voudrais pas m'éterniser, mais en tout cas, je suis extrêmement contente d'être là. Je devais prier parce que je dormais. Je me suis réveillée juste au moment où il fallait prier. Alors j'ai dit, Dieu comprendra, je prierai après, mais je ne veux pas rater cela parce que c'est extrêmement important. Voilà, donc je suis encore avec vous jusqu'à la fin et bravo à tout le monde. Et merci à tout le monde. Merci, Maman Marie. Maman Fatou, merci. Madame Diouf. Voilà, peut-être que la connexion est partie. En tout cas, merci beaucoup, Maman Fatou, pour votre intervention. Et merci encore une fois à Mati aussi. Merci vraiment. Vous avez eu des interventions très pertinentes et vraiment des interventions, comme vous le disiez, des interventions qui nous ont un peu retourné en arrière vers l'enfance, même si nous vivons encore avec les tout-petits dans nos structures. En tout cas, Monsieur Giroux, si vous avez des réponses à cela ou vous avez quelque chose à rajouter, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Madame Kenny. Et merci à ces charmantes dames pour les compliments que je leur retourne. Parce que c'est nous, en tant qu'acteurs de la petite enfance, qui sommes en train de bâtir les fondations d'un Sénégal, vous voyez, durable. Et peut-être qu'un jour, les gens vont véritablement se rendre compte et vont donner des moyens pour valoriser notre travail. Et ce que vous faites avec les enfants, ça n'a pas de... comment dire, on ne peut même pas le mesurer pour pouvoir le payer. C'est pour ça que c'est une mission. Quand on s'occupe des enfants, c'est une mission, c'est une véritable mission et qui dépasse la période historique où on vit. Et vous l'avez dit, hein, il y a tellement de belles choses. Si on voulait juste lister les pratiques familiales qu'il y a chez nous et qui sont structurantes pour l'enfant, on ne va pas finir, c'est des lives à ne pas finir. Chaque pratique, c'est un livre, chaque pratique est un livre. J'ai cité, vous l'avez dit, l'exemple du collier avec le goé. Ces berceuses qui vous transpercent, je pense, véritablement. Et c'est comme s'il n'y avait pas besoin même de comprendre ce que la dame chante. Parce que j'imagine que le bébé ne comprend pas tout, c'est quand la maman chante ça. Et ça, c'est vrai dans toutes les berceuses, en Pulaar, en Mandingue, en Manchac, dans toutes les berceuses qu'on comprend. Et le bébé ne comprend pas nécessairement tout, mais l'amour qui est véhiculé par ça, vous voyez, ça enveloppe le bébé. C'est une vraie enveloppe mystique, invisible, concret, et le bébé se sent comme à nouveau dans le ventre de la maman en sécurité. Vous voyez, c'est très, très important. Ça recrée le sentiment de sécurité émotionnelle chez le bébé. Et on peut aussi citer le cas du massage. Vous voyez, dans nos cultures, on ne masse pas de la même façon le bébé fille que le bébé garçon. Et il y a des théories derrière. Et chaque étape du massage a une théorie. Chaque étape du massage a une théorie. Et dans certains endroits, on commence par laver le bébé, ensuite on le masse.
Dans d'autres communautés, on masse le bébé d'abord, ensuite avec le karité, tout ensuite on le lave. Okay? Au finish, on sait que le bébé va dormir après le massage parce qu'il est explosé. Ouais. Et c'est des massages, quand vous regardez, vous vous dites, mais ils vont casser le bébé en 1000 morceaux. Vous voyez? Alors que c'est reconnu aujourd'hui que ça fait un bien fou au développement de l'enfant. Quand on masse le bébé, le garçon, vers la fin, on le prend par les pieds, on le secoue comme ça pour répartir le poids du corps sur les épaules pour avoir des hommes qui ont des épaules comme ça. Quand c'est une fille, ils le prennent par le haut, ils le secouent comme ça pour répartir le poids du corps sur les hanches pour préparer le développement des hanches. Vous voyez, c'est des théories incroyables. Vous voyez, un niveau de science extraordinaire qu'il y a que seulement on est en train de découvrir. Toutes ces pratiques qu'on considérait comme barbares, pardonnez-moi l'expression. Vous voyez, aujourd'hui, on se rend compte qu'aucune culture n'a un niveau de pratique aussi complète. Vous voyez, depuis le ventre de la maman jusqu'aux 1000 premiers jours, nous pouvons donner des choses très complètes. Depuis le ventre de la maman jusqu'au moment où le bébé a 2 ans. C'est très, très précis. Très complet. Il n'y a rien à importer de l'extérieur. C'est très précis. Et je vous donne encore un autre exemple de ce que nous avons perdu, qu'il faut rattraper. Parler à nos bébés dans nos langues. Parler à nos bébés dans nos langues fait qu'ils peuvent accéder aux mathématiques beaucoup plus vite que si on leur parle en français. Et ce n'est pas du tout une exagération. Je vais vous donner une étude scientifique dessus. Les enfants japonais ont fait un test avec les adultes américains sur ce qu'on appelle les enfants de mémoire des chiffres. C'est la quantité un peu de chiffres à peu près, hein, j'explique rapidement, même si je ne rentre pas dans les détails, que l'on peut mémoriser. Vous voyez? Et les enfants japonais ont des scores supérieurs aux adultes américains et on a compris que c'est parce qu'en japonais, pour faire 11, il n'y a pas une unité qui s'appelle 11. On dit 10 et 1, comme fukak ben. Vous voyez, dans toutes les langues négro-africaines, 11 n'existe pas, 12 n'existe pas, 13 n'existe pas, 14 n'existe pas, 15 n'existe pas. Vous voyez, en tant qu'unité, c'est des opérations mathématiques. C'est 10 et 1, 10 et 2, 10 plus 3, 10 plus 4. On appelle ça des opérations mathématiques, n'est-ce pas? Et l'enfant américain, il doit aller jusqu'à 13, 14, 15 pour entendre le 4 revenir, le 3 revenir avec quelque chose. L'enfant français est le plus pénalisé. Il doit aller jusqu'à 17 pour entendre 10 et 7, 10, 8, 10, 9. L'enfant sénégalais, dans beaucoup de langues sénégalaises, à l'exception du manding, le 6 n'existe pas. C'est Jurom Ben, Jurom Nyar, Jurom Nyet. En Jola également, c'est vrai. En Pulaar, Diego, Djedidi, Djetati, Djenay. Vous voyez, on fait des opérations mathématiques à partir de 5. L'enfant français doit attendre jusqu'à 17. Vous voyez, quand est-ce qu'il va arriver à 17? Généralement, très, 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 très tard. Alors que chez nous, nos enfants peuvent arriver à une opération mathématique 6, peut-être même avant l'âge de 3 ans. C'est des années perdues, des années. Ça ne se compte pas en heures ni en mois. Ça se compte en années d'apprentissage des mathématiques qui sont perdues. Années. Imaginez des années perdues en opportunité d'apprendre les mathématiques. Ça, il faut que l'État sénégalais réfléchisse très sérieusement et qu'il prenne ses responsabilités pour qu'on enseigne à nos enfants dans nos langues. Ça, c'est très... On ne peut pas se permettre d'être un pays pauvre et en même temps un pays qui perd du temps. C'est un luxe. C'est un luxe qu'on ne peut pas se permettre. Il faut aller résolument dans les langues nationales, en particulier le préscolaire, que toutes les étapes du préscolaire se fassent dans les langues nationales. Vous voyez, en tout cas pour les enfants sénégalais, et que, vous voyez, déjà ça règle la question, vous l'avez dit, du complexe un peu par rapport à la langue française. Il faut quitter ça parce qu'on ne développe pas un enfant avec un complexe. Vous voyez, on développe un enfant avec un cœur débarrassé de ces complexes-là, un cœur conquérant. Vous voyez, un cœur grand où l'enfant peut rêver, parce que l'enfant doit rêver très grand,
Mais ce qu'on oublie, c'est que c'est dans le cœur du parent que l'enfant rêve. C'est dans le cœur du parent, très, très grand, que l'enfant rêve. Et pour que le cœur du parent soit grand, il faut qu'il soit débarrassé de toute forme de complexe d'infériorité. Donc ça, c'est très important et c'est au plus haut niveau, en tout cas, que ça engage pour mettre les enfants sénégalais en sécurité. Parce qu'en plus, on vous enseigne en français, si vous retournez à la maison, si vous parlez une autre langue, c'est des violences institutionnelles et on ne s'en rend pas compte. Ouais. Maintenant, il y a Mathis, je pense, si vous me permettez de vous appeler comme ça, qui a posé une question. Rappelez-moi si vous... Bien sûr, docteur. Je parlais Voilà. de la musique quand les enfants, à l'heure de la sieste, parce que comme je vous l'ai dit, je le fais régulièrement et je vois des bienfaits. C'est-à-dire que ça calme, en fait, ça fait dormir. Et ensuite, ça couvre les bruits parce que nous sommes dans une salle de classe, là où les bébés dorment en général. Et est-ce que vous êtes pro ou vous êtes contre cette musique? Parce qu'il y a des gens qui sont contre. Et moi, je suis pro parce que tout simplement, avec l'expérience, j'ai vu que, en fait, ça faisait plus de bien que de mal. Donc, ma question, c'est, je voudrais avoir votre opinion là-dessus. Merci beaucoup, Mathilde. Vous avez parfaitement... Moi-même, j'ai testé ce que vous êtes en train de dire, et même depuis le ventre de la maman, vous voyez, on sait qu'à partir du 6e mois, le bébé peut percevoir les sons de l'environnement. Vous voyez, et par exemple, on a montré que les sons que le bébé entend, et le bébé préfère à la naissance les sons qu'il a pu entendre depuis la période fœtale, donc depuis dans le ventre de la maman, plutôt que d'autres sons qu'il n'a jamais entendus auparavant. Donc, on a fait ça préférence, n'est-ce pas, à ce que le bébé connaît. Donc, il préfère ce qu'il connaît. Ça, c'est une chose. Maintenant, si vous mettez des berceuses, il faut bien choisir les berceuses. J'ai vu, il y a des tonnes de berceuses africaines qui doivent être améliorées. Franchement, c'est un rythme très malin, excusez-moi de dire comme ça. Non, il faut faire de la qualité, quoi. Il faut faire de la qualité. Vraiment, pour les enfants, il faut faire de la très haute qualité. Exactement. Oui, c'est ça. On ne peut pas être bien, quoi, quand il s'agit des enfants. Il faut être excellent. Et parfois, certaines des nouvelles berceuses que l'on prend sont des berceuses qui sont vraiment, qui doivent être améliorées. Je vais dire ça comme ça. Quand il y a certaines berceuses, comme celles qu'on vient d'entendre, si vous les mettez en fond, c'est des dimensions émotionnelles que ça touche. Il y a des berceuses qui ne sont pas faites pour les dimensions émotionnelles. Ça touche les aspects plus moteurs. Vous voyez, il y a des berceuses pour les périodes d'éveil. Vous voyez, où le bébé fait des mouvements, le bébé et le jeune enfant. On fait des mouvements, ça peut accompagner. Vous voyez, il n'y a pas de vraie raison, à ma connaissance en tout cas, de penser que c'est mauvais de mettre un fond, vous voyez, berceuse quand le bébé dort. Il y a par contre beaucoup de raisons pour dire que c'est bien de le faire. Ça sécurise le bébé. Vous voyez, surtout si c'est des choses que vous aimez. Il faut bien voir ça. Les bébés souvent aiment les berceuses parce qu'ils sentent que vous aimez. Le bébé aime à travers vous. Voilà pourquoi il rêve dans le cœur des parents. Je donne un exemple. Pourquoi beaucoup de nos bébés aiment les portables? Ce n'est pas parce qu'ils connaissent, c'est parce qu'ils voient que nous avons une préférence pour nos portables. Parce que nous chérissons nos portables, parce que nous passons énormément de temps sur nos portables. Ils se disent, ça c'est important. Ouais, et au début, ils viennent pour vous l'arracher, pour dire, c'est moi que tu dois regarder. À un moment donné, ils viennent pour vous l'arracher, pour jouer comme vous. Vous voyez, donc ils aiment à travers nous. Et quand nous aimons une berceuse, ce que nous aimons, les musiques que nous aimons, nos bébés ont tendance à les aimer parce que ça crée un moment d'échange affectif. Vous voyez, si
quand le bébé dort, son cerveau ne dort pas. Le cerveau ne peut pas dormir parce que ça n'a pas de sens. Donc, la musique que l'on met continue à être traitée par le bébé. Quand on caresse la tête du bébé pendant qu'il dort, il ressent l'affection, il ressent la sécurité parce qu'il a des informations sur votre main. Vous voyez, si une autre personne qui n'a pas l'habitude de le touche, il pourrait bouger parce qu'il traite les choses différemment. Oui, donc si on lui met un fond sonore que vous aimez ensemble, vous voyez, c'est quelque chose qui va le rassurer et il a en tout cas beaucoup de chances de dormir en profondeur. Et en tout cas, il y a beaucoup de raisons de mettre un fond sonore que vous aimez ensemble et quelque chose qui n'a pas trop de, vous voyez, qui n'est pas très rythmé, vraiment. Merci, vraiment, qui est doux. Quelque chose de très doux qui peut ne pas susciter, voilà, c'est ça. Les règles pour dormir, il y a la règle majeure pour dormir, il y a des règles mineures. La règle majeure pour dormir, c'est ne rien vouloir. Si on veut quelque chose, le fait de vouloir, hein, ça crée la volonté. La volonté, ça ne va pas avec dormir. Vous comprenez? Pour dormir, il ne faut rien vouloir. Il ne faut même pas vouloir dormir. Parce que dès que vous voulez dormir, vous créez de la volonté. Et ça s'oppose au sommeil. Exemple, il y a des gens qui disent qu'ils ont cherché le sommeil. C'est rare qu'ils le trouvent. Ouais, parce que le fait de chercher vous rend actif. Et ça s'oppose au sommeil. Donc, le sommeil doit venir de manière naturelle. Et j'espère qu'on aura l'occasion de voir ça ensemble. Le sommeil se prépare au réveil. Oui, le sommeil se prépare au réveil, de sorte que c'est la conséquence de l'ensemble des activités que l'on mène depuis le réveil. Donc, il y a une vraie structure pour aller au sommeil depuis le réveil, en commençant par le massage du bébé. Vous voyez, sa toilette, hein? Une régularité dans les tétés, éviter qu'il dorme toute la journée, ainsi de suite. Faire en sorte que ça atterrisse. Le sommeil est un atterrissage. On atterrit dans le sommeil. Et c'est pour ça que les nounous doivent être formés. Parce que quand vous allez travailler, au lieu de rester à jouer avec l'enfant, votre nounou fait dormir l'enfant jusqu'à ce que vous reveniez, l'enfant se réveille et il ne peut pas encore dormir pour vous faire plaisir. Oui. Donc, le sommeil, c'est technique. C'est véritablement technique. Il y a toute une structuration du sommeil. Le sommeil ne se prépare pas à 21 heures. Le sommeil se prépare au réveil du bébé. Y compris si ce réveil-là, c'est à 7 heures du matin, c'est là que le processus pour préparer le sommeil démarre, avec la mise en place de rituels. Tu te réveilles, on te douche, on te masse ou on te masse, on te douche, quelle que soit la culture. Ensuite, les tétés, ensuite un peu de repos, ensuite on joue, ensuite tu dors un peu, ensuite je te réveille, ainsi de suite. Et le bébé doit arriver fatigué le soir, vous voyez, et les cellules qui ne captent plus la lumière, les cellules photosensibles vont arrêter un peu de fonctionner et ça va provoquer un état de sommeil et le bébé dort progressivement. Il apprend, donc le sommeil s'apprend. Mais ça doit suivre une structure. Et les parents qui ne savent pas mettre un rythme auront du mal à faire dormir leur bébé. Il faut créer un rythme. Et le fait d'avoir un fond musical, madame, vous voyez, ça participe à l'installation du rythme. Donc, il y a énormément de bonnes raisons, en tout cas, de penser que ça va faire du bien au bébé. Et je vois difficilement pourquoi ça va lui faire du mal. Merci beaucoup, docteur. Vraiment, c'est clair. Je pense que c'est clair pour tout le monde. Et d'où la nécessité, docteur, de faire des activités, de faire des activités aux tout petits afin de les fatiguer pendant la journée. Donc, et d'où la nécessité de la formation, de savoir quelles activités faire aux tout petits. Merci, docteur, et merci, Madame Diouf et Madame la Présidente. Merci, Mathé, merci beaucoup. Monsieur Giroux, nous vous retournons la parole. Yeah. Merci à vous. Je vais retourner à la présentation.
Ah, il y a une main qui est levée. Il y a une main qui est levée, Mme Kumba. Oui, bonsoir, excusez-moi, j'ai pris du retard. Alors, je n'ai pas juste suivi, mais d'après les interventions et les questions, j'ai pu en déduire un petit peu le sujet dont voilà, M. Giraud a parlé. Donc, je pense que ça m'a l'air vraiment intéressant et je vais peut-être me rattraper après. Mais voilà, en parlant de sommeil, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et je voulais juste savoir, est-ce qu'à un moment donné, vous avez parlé un peu du rituel du sommeil ou pas? Voilà, les berceuses aussi, voilà, j'approuve ce que vous dites, que l'enfant n'a pas besoin de comprendre la langue. Parce que moi, en tant que Sénégalaise, je suis nounou agréée en France, mais ça m'arrive de leur faire des berceuses sénégalaises et je vois que quand même, ils apprécient beaucoup. Donc, ça, par contre, c'est un truc qui me fait vraiment plaisir aussi. Après, je pense qu'aussi pour la personne, peut-être qu'il est temps aussi qu'on fasse des compilations de CD de berceuses sénégalaises. Ça, c'est un projet aussi. Bon, on en reparlera, c'est une petite parenthèse, mais l'idée m'était déjà venue depuis longtemps. Mais voilà, je ne suis pas une chanteuse non plus, quoi. Alors, du coup, je reviens juste à ma question pour savoir, est-ce que vous avez parlé des rituels du sommeil? Voilà. Merci beaucoup. Ben, si vous en avez parlé, peut-être que c'est pas la peine, je vais me rattraper, mais c'était un point que j'aimerais, voilà, si ce n'est pas encore développé, en avoir un petit peu, voilà, des choses venant de vous. Merci beaucoup. Je vois aussi à Mme Ndiaye, c'est ça? Oui, Mme Ndiaye. C'est Maman Fatou. On va la comprendre un peu. Elle est du 2e âge et demi. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Oui, on vous entend. Voilà, je dis que ce serait bien si, sous l'égide de la fédération, nous pouvions travailler à mettre en place un recueil de comptines sénégalaises, de comptines africaines, qu'on se partagerait. Parce qu'il y en a pas mal, Moi, je connais une comptine mandingue que j'entendais ma tante chanter quand nous étions enfants et qui très souvent résonne dans ma tête et qui disait ceci: Sulundina, Sulundina, Sulun Salandina, Saradina, Sarawaladina, Nasumana Dina, Kolonjulo Dina. C'était tellement bien chanté parce que moi, maintenant, j'ai la voix très rauque. Mais quand elle chantait cette comptine pour les enfants, mes petits frères et sœurs, mes demi-frères et sœurs, j'avais peut-être 5-6 ans et ça résonnait très fortement au plus profond de moi-même. Et aujourd'hui, à mon âge, il arrive que dans un coin, je sois seule et que je me mette à fredonner Sulundina. C'était beaucoup plus long que ça. Donc, c'est tellement important. Il y en a en Poulard, il y en a en mandingue. Et peut-être chacune d'entre nous connaît une demi-comptine, une petite comptine. Et ce serait peut-être bien qu'on les répertorie et qu'on puisse les chanter à nos bébés dans nos unités, dans nos crèches. Et je suis tout à fait d'accord avec M. Giroud et Mme Baye. Cela impacte énormément sur les enfants du point de vue émotionnel. Voilà, donc c'était une toute petite parenthèse et je vous remercie de m'avoir accordé quelques minutes. Merci. Yeah. Merci beaucoup, hein, Mme Ndiaye. En tout cas, c'est une idée, je pense, agréable. Nous sommes, comment on appelle ça? L'Afrique est intarissable de comptines, de berceuses pour les enfants à différents âges. J'ai moi-même travaillé sur des comptines par âge et par situation. Par situation, il faut entendre, par exemple, quand il est réveillé, si c'est plutôt pour qu'il dorme, si c'est plutôt pour des activités motrices,
Vous voyez, il y a énormément de choses et c'est une magnifique idée que de faire un répertoire très riche, très structuré, très développé et très facile à utiliser, vous voyez, pour les parents. Ça, je pense que c'est important. Sur le sommeil, j'ai écrit un petit livret qui s'appelle « Pour que je dorme bien la nuit ». Ça également, je pourrais vous le partager. C'est un petit livret illustré avec 12 points très précis, depuis le réveil du bébé jusqu'à la mise au berceau ou au lit anyway. Donc, pour ces 12 conseils pratiques que l'on peut mettre en place pour aider le bébé à mettre en place un rythme, pour des routines, créer des routines pour aider le bébé à dormir. Donc ça, c'est vraiment des choses que l'on pourrait également partager et puis certainement enrichir. Je vais aller rapidement sur la dernière partie de ma présentation. Vous voyez toujours mon écran? Oui, on voit l'écran. Très bien. Donc, voilà, je vous montre cette partie. C'est une sorte de tableau d'identification. Vous voyez un peu des compétences ou des besoins, mais en même temps, vous voyez, c'est un peu lié selon comment on peut lire le tableau. Mais l'idée, c'est de voir ce qu'on peut développer chez le bébé par tranche d'âge et par axe de développement. On peut identifier 5 axes, mais ces axes peuvent être aussi parfois combinés. Donc, il ne faut pas rester, n'est-ce pas, sur le nombre d'axes, mais c'est surtout le contenu qui est important. On peut avoir un axe émotionnel, un axe plus sur la sociabilité, l'acquisition des règles, des valeurs, ainsi de suite. Un axe purement intellectuel sur le raisonnement logico-mathématique, la pensée critique, le langage, la perception, ainsi de suite. La partie plus psychomotrice pour le développement des activités motrices, un peu. Certaines aptitudes sur le dessin, l'exploration de l'espace, vous voyez, la manipulation aussi des objets. Par exemple, si je prends le cas des blocs de Lego un tout petit peu. Et donc, ça, c'est des choses très intéressantes au niveau psychomoteur. Un autre axe, c'est sur la santé. Vous voyez, on peut voir notamment des aspects sur le poids du corps, la taille. Ouais, c'est des aspects très importants. L'hygiène corporelle, l'hygiène vestimentaire, l'hygiène du milieu, l'hygiène environnementale en général, la découverte des goûts, ouais, la découverte du corps. Ouais, tout ça, ça rentre un peu dans ces aspects-là. Ouais. Et avec ces différents axes, on peut voir des contenus par âge de développement, hein, avec la période de la grossesse, la première année. Dans d'autres cas, vous allez voir, on va se limiter aux 6 premiers mois. Mais voyez, le plus intéressant dans ce que nous faisons, le plus critique, c'est d'arrêter, de ne pas tomber dans les querelles d'école. Oui, ça nous a fait perdre énormément de temps. Il y a vraiment, moi j'ai eu des séminaires totalement inintéressants où les gens sont figés sur ce qu'un auteur a dit. Moi personnellement, je ne suis pas intéressé dans ce qu'un auteur a dit. Je suis intéressé dans ce que l'on peut enseigner de facile à comprendre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ma principale préoccupation. Le parent, il peut ne pas avoir bac plus 75, mais au final, il faut lui dire des choses simples qu'il peut aller pratiquer et avoir un impact sur le développement de son enfant. C'est ça qui doit être notre préoccupation, plutôt que ce qu'un auteur a dit, et parfois même un auteur qui n'est plus vivant. C'est des pertes de temps très inutiles, alors que les enfants sont là, ils nous attendent pour que nous fassions au final des choses pratiques avec eux. Donc, ce n'est que des considérations vraiment pratiques sur des choses utiles. Donc, 0,6 mois, 0,12, encore une fois, ce n'est pas le plus important. Jusqu'à l'âge de 6 ans, un peu, voyez,
donc, ou 5 ans révolus. Donc, ce tableau-là également, il peut être très amélioré, mais c'est un outil, vous voyez, pour servir de base de réflexion. Et par exemple, si vous voyez la confiance en soi, on le met pour les bébés de 0 à 2 ans, et les gens vont dire, mais qu'est-ce que ça vient faire là? Est-ce que ce n'est pas plutôt pour les adultes? Non, la confiance en soi, ce n'est pas à l'âge adulte qu'on développe ça. C'est dès la petite enfance où on apprend, les parents nous montrent que nous sommes importants. Le fait qu'ils rentrent quand nous pleurons, c'est un signal que nous sommes importants. Ouais, le fait qu'ils se laissent manipuler, c'est un signal que nous sommes importants. De sorte que le meilleur jouet, ce n'est pas celui qu'on achète à Toys R Us ou ça veut dire, chez Obala. Ou, non, non. Le meilleur joueur, et le meilleur jouet, pardon, c'est le parent. Le parent qui se laisse manipuler, alors qu'il est de loin beaucoup plus intelligent que son enfant. C'est pour ça qu'il lui laisse croire qu'il le manipule. Vous voyez, parce que Garabou se trouve de l'homme-maker. Donc, quand le parent se laisse manipuler, c'est bien parce que c'est lui l'arbre qui offre une ombre généreuse à son enfant contre le soleil. Vous voyez, et tout ça développe la confiance en soi chez l'enfant, mais ce n'est pas qu'à 12 ans, après c'est terminé, non. Il y a un continuum, c'est continu, il n'y a pas de discontinuité, c'est continu jusqu'à la fin de la vie, du berceau jusqu'à la tombe. La confiance en soi est une fonction nécessaire pour vivre dans un bien-être. Donc, vous voyez, si vous entendez quelqu'un, par exemple, qui dit que non, c'est seulement à tel âge et non pas à un autre, bon, vous pouvez vous-même savoir si c'est raisonnable ou pas, parce qu'au final, il faut voir si c'est raisonnable. Donc, vous voyez, je ne vais pas beaucoup rentrer dans les détails, parce que je prépare, je vous l'avais dit, Mme Kenny, un autre rendez-vous à 19h. Mais je vous promets, en tout cas, il y a déjà de vous partager ces présentations, mais si vous voulez reprogrammer pour aller en profondeur, là, je n'ai présenté qu'un tiers. On peut rentrer dans plus de détails, en tout cas sur les autres aspects. Déjà là, c'est les besoins du bébé et du jeune enfant jusqu'à l'âge de 5 ans. Ensuite, on discutera des compétences à identifier chez les parents. C'est des compétences qui sont cohérentes par rapport à ces besoins-là, par rapport à ces compétences qu'on peut développer chez les parents. Ensuite, chez les enfants. Donc, les compétences des parents vont poser la question des compétences qu'on peut également développer chez les prestataires de soins, dans les centres de petite enfance, dans les centres sanitaires, dans les centres nutritionnels, dans les centres de protection. Donc, il y a un lien, il y a comme une sorte de cordon de cohérence entre ce dont les enfants ont besoin et ce dont les parents ont besoin pour répondre aux besoins des enfants. Et en dernier lieu, ce dont les intervenants dans les structures ont besoin de compétences pour développer les compétences chez les parents, pour que les parents développent les compétences chez les enfants. Et voici la logique. La logique, c'est que on ne pourra jamais avoir un enseignant pour un enfant au Sénégal, et ni dans aucun pays, je pense. On ne pourra pas avoir ça, ce n'est pas très raisonnable. En revanche, si l'État investit sur les parents, si l'État développe les compétences des parents, imaginez que vous ayez 2 millions de parents au Sénégal et 30 000 enseignants. Si on développe les compétences chez les parents, ça, en plus des 30 000 enseignants, ça fait 2 millions de nouveaux enseignants qui, eux, vont continuer à s'occuper de leurs enfants qui vont naître. Ça, c'est très, très important. Et c'est comme si l'État, au lieu d'investir à chaque fois dans la construction d'une nouvelle école, vous voyez, en investissant de manière significative dans l'éducation parentale, dans le renforcement des capacités des parents, dans la sécurisation des parents aussi, c'est l'État qui va gagner parce qu'il peut redéployer ses investissements ailleurs, parce que les parents sont les premiers éducateurs.
quand un parent a les moyens d'éduquer son enfant depuis la grossesse, puis la tendre, les enfants sont très bien préparés pour réussir à l'élémentaire. Oui, parce qu'un enfant qui échoue à l'élémentaire, ça coûte à l'État. Alors qu'un enfant qui est bien préparé, il a toutes les chances de réussir à l'élémentaire, au moins secondaire, au lycée et à l'université. Donc, les meilleurs investissements, c'est sur les tout petits. Mais le meilleur investissement sur les tout petits, c'est les investissements sur le renforcement des capacités des parents, premier lieu, et le renforcement des capacités techniques, financières et matérielles des structures de petite enfance. Et nous avons besoin que ce message soit bien entendu par les autorités. Nous avons tous les arguments scientifiques pour étayer ce que vous dire. Et il faut que ce soit entendu que l'État va gagner, va économiser s'il investit sur les tout petits. Mais pour investir sur les tout petits, il faut d'abord investir sur les personnes qui sont tout petits, les parents et les acteurs en général de la petite enfance. Donc, je vous demande vraiment de me permettre de m'arrêter là pour aujourd'hui et je vous promets d'être à votre disponibilité pour reprogrammer en tout cas un prochain webinaire une autre fois, Inch'Allah. À vous. Madame Diouf. Madame Kelly. Une pollution sonore là à côté, s'il te plaît. Ah, d'accord, parfait. Donc, merci beaucoup, Dr. Giraud, pour votre présentation. Et Madame Kelly. Oui, Mathie. Ah, il faut que le docteur revienne, hein? On est sur notre fin. Oui, bien sûr, il l'a promis et il le fera. Voilà. Merci, docteur. C'est ça. Alors, on ne va pas vous retenir longtemps, docteur Giraud. Merci encore pour tout le temps que vous avez donné. Vous aviez donné à la Fédération 1 heure, 17h à 18h, mais là, je vois que l'amour que vous avez, que vous portez aux enfants, nous est démontré par le temps que vous nous avez donné ainsi. Donc, oui, vivement le prochain webinaire. Et nous allons voir ensemble quand est-ce que cela pourrait être fait et par rapport surtout au sommeil, ce qui est un problème général pour les parents et pour aussi les propriétaires de services de garde. Donc, merci encore à vous. Nous allons peut-être nous-mêmes continuer à discuter de ce que vous venez de dire, mais aussi nous attendons que vous nous partagez aussi la présentation et puis ainsi on pourra préparer nos questions pour la prochaine rencontre ou bien vous les envoyer pour que vous puissiez y répondre tranquillement. Merci beaucoup à vous en tout cas. Merci. Merci beaucoup à M. Kassoka qui est présent aussi. Bonjour Yves, j'ai dit bonjour au passage. Voilà. Merci Ibrahima, bonjour à vous. Allez, à bientôt. Allez, merci beaucoup. Merci à vous. Je m'excuse devant tout le monde. Non, c'est rien, c'est rien. C'est rien, Dr. Giraud, c'est rien. Merci beaucoup. Allez, au revoir. Au revoir et bon week-end. Merci à vous aussi. Merci, pareillement. Au revoir. Pareillement. Alors, voilà, chers membres de la FEDSEN, encore une fois, je suis très heureuse, vraiment, de voir que vous vous êtes connectés en masse et de voir que les participations étaient pertinentes. Et vraiment, la chanson de Maman Fatou, donc, je vous remercie encore une fois. Et vraiment, nous allons faire de notre mieux pour poursuivre et répondre aux besoins de nos structures, des enfants de nos structures, et surtout mettre en pratique ce que Dr. Giraud nous a demandé. Alors, je note, moi, au courant de cette, pour les gens qui n'étaient pas là tout à l'heure, je note que vraiment, ces paroles sont que la première mission des structures de la petite enfance, toutes les structures qui gardent des enfants, c'est de rassurer émotionnellement les parents, les enfants. Et que s'il y avait simplement une école d'émotion qui gère les émotions des enfants,
ce serait vraiment parfait pour le développement d'un enfant. Donc, c'est ce qu'il a dit et nous espérons vraiment que nous qui avons les structures, nous allons mettre tout cela à profit et pouvoir travailler et pouvoir faire grandir nos enfants, pour que les enfants de nos structures, pour qu'ils puissent vraiment être épanouis. Alors, j'ai noté aussi que qu'il a beaucoup parlé de l'aide du gouvernement. Donc, en tant que membre de la fédération, nous devons aussi d'aider l'État pour que nous puissions avoir le matériel nécessaire pour pouvoir travailler dans le même sens, c'est-à-dire avoir tout ce qui est nécessaire pour pouvoir aider les enfants, la petite enfance, à aller plus loin, aider nos enfants vraiment à grandir, parce que les enfants d'aujourd'hui, épanouis d'aujourd'hui, sont les enfants qui grandissent bien protégés, qui grandissent vraiment avec un savoir vraiment qui va dépasser ce que nous leur avons appris. Donc, tout ça, c'est dès le bas âge. Et il a parlé des 1000 jours aussi. Donc, commencer à parler au bébé dès le ventre. Donc, c'est une sensibilisation pour la fédération en tant que telle, qui a une commission relation avec les parents, une sensibilisation que nous devons faire pour appeler vraiment les parents à travailler dans ce sens, à travailler dans le sens où ils doivent tenir en compte la grossesse, tenir en compte les émotions du bébé dès le ventre de la maman. Donc, une sensibilisation que la fédération devra faire aussi. Et pour cela, nous avons aussi dans nos coins de rue des Badiengor. N'hésitez pas à faire appel aux Badiengor qui sont dans vos localités, dans vos communes. Appelez-les à vous aider, à vous soutenir par rapport à cela, parce qu'elles font des démarches vraiment importantes pour la maman qui est enceinte du premier jour jusqu'à la fin de la grossesse, et même après la naissance du bébé, il y a un suivi. Donc, je vous interpelle vraiment à souvent faire ce genre de sensibilisation, et appeler aussi vos parents en réunion et les mettre au courant de toutes ces choses-là qu'il faut faire. Donc, les conseillères familiales, il en existe aussi. Merci beaucoup, M. Kandé. Alors, donc, il y a une phrase aussi que j'ai bien retenue dans ce qu'il a dit, le docteur Giroux, que c'est dans le cœur du parent que l'enfant rêve. Vraiment, les berceuses dont il a parlé, les choses que nos anciens, nos parents faisaient et que nous avons abandonné maintenant. Donc, je pense que ce webinaire vraiment est aujourd'hui pour nous tous qui avons les structures, pour nous tous de pouvoir appeler nos parents vraiment à intégrer les associations des parents d'élèves de nos écoles afin de pouvoir les appeler à comprendre ce que le docteur Giroux nous a explicitement dit aujourd'hui. Vraiment, quand on part de l'exposé, de la présentation, partant du brain de l'enfant, comment on appelle ça, de la tête de l'enfant, de la mémoire et tout, qui va vraiment de la tête à tout ce qui va être dirigé au niveau du développement de l'enfant. Je pense que nous devons mettre un accent là-dessus et surtout beaucoup travailler en tant que fédération pour pouvoir reconnaître cela et demander surtout à l'État de nous épauler pour que les parents puissent copier ce qui est utile et non copier ce qui est fait ailleurs. Voilà, donc c'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui, à rajouter sur cela. Donc, je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui veut ajouter quelque chose, mais vraiment, merci encore une fois pour avoir honoré aussi le docteur Giroux de votre présence. Merci beaucoup. Merci, Madame Kenny. S'il y a des interventions parmi les auditeurs. Allô? Oui, Madame Lo. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Madame Lo. Madame Lo, ça va, alhamdulillah. Ça va bien.
tey xale yi bàyyi nañ la nga participer ci webinaire léegi coow bi rey leen de léegi ñu ñëw kon ay ca bokk yaa kaddu gaa ngi noonu jox nañ la ko waaw je voulais remercier le conférencier d'abord et saluer tous les membres de Sen Éducation. C'était très riche. On a bien appris, surtout à côté de la petite enfance. Je salue aussi Madame Diop. La chanson qu'elle nous a donnée aussi, c'était très bon, même si c'était en landing. En tout cas, on a pris nos carnets et on a bien noté. Donc, merci à tout le monde. Merci Madame Lo, merci beaucoup. Madame Kenny? Oui. Ça va? Oui, ça va. Je voulais juste, par rapport à ce que le docteur Giraud a dit sur la stabilité des enfants par rapport à leur performance, mu ne xale bi gën a mën a réussir ci li jàngam ak mën a def lu nekk mooy xale bi nga xam ne émotionnellement dafa stable et que état bi bu ñu formé yaay yi wala waajur yi mu nekk papa mu nekk yaay dina tax lu ñu même bu jàngalekat yi matul sax bu parents yi matee seen place rek je crois que xale yëpp dinañ ci gis seen bopp je crois que ça revient un peu à ce que l'IF Koli qui nous a reçus à l'IF de Guédiawaye nous a dit la dernière fois sur l'organisation des mamans, surtout dans la banlieue ou dans les zones défavorisées, pour accueillir les enfants, organiser wu yaay yi jënd quelque fowukaay ngoon par exemple nga wax ngoon bi mercredi ci ngoon xale yi nañ ñëw fii ñu foo xale yi foo si seen biir bu dee yow amoo loo leen yóbboo ci crèche yi wala ci préscolaire yi yow nit ñi ci seen bopp ñu organiser wu donc dafay firndeel ne les parents sont au cœur de cela et nous on le rencontre souvent da ngay gis benn xale peut-être jàngam dafay sooxee mais boo demee ba ci biir xam naa këram neexul wala demeewul noonu wala dafa nekk ci milieu bu nga xam ne stablewul wala mu nekk ci ay divorce wala whatever am na loo nga xam ne tout le temps dafay xew te day impacté xale yi donc ñu bàyyi xel aussi ñun en tant que ce soit les déclarants que ce soit les éducateurs ñu bàyyi xel que ne parent bi tamit foog ñu koy xelal di ko renforcer parce que loolu moo ñuy jàppale suñu jàng man ren amoon naa benn xale bu nga xam ne xamul woon nu ñuy bindee par exemple cursive ak script daf ko doon jaxase si ay mots et après bi ma ko waxee yaayam mu ne xamul woon ne y avait cette distinction là entre les types d'écriture donc il a suffi que ma wax ko yaayam rek mu soppeeku semaine bi ci topp buy bind boo ko nee cursive mu bind cursive boo ko nee script mu bind script mais c'est parce que à la maison peut-être quand elle était aidée bàyyi wuñ ci woon xel ba nga xam ne ñoom duñu ci mën a jàppale donc man à chaque fois par exemple si man parents yi noonu laay def bu ma soxlaa benn affaire dama leen di wax xale yi dee leen liirloo fan yi dañuy liir de fan yi affaire fruit la ñuy def jënd leen fruit ngir yàlla ngeen koy jox xale yi ngeen leen wax fruit nu ñu tudd fan yi de lii la ñuy def donc le cahier de liaison qui peut être vraiment WhatsApp wala benn message boo leen di yónni ñu bàyyi xel que ne xale yi dañu wut si xam-xam si ñun mais que ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoom ñoo gën a jege xale yi ñoom ñoo leen mën a bàyyi xel donc loolu laa bëggoon yokk ci waxtaan bi ma leen di jégalu di leen remercier aussi merci beaucoup. Madame Kenny? Oui, Mathie. Je peux? Mais oui, bien sûr. Bien sûr. Voilà, merci Madame Diouf, c'est important ce que tu viens de dire. Et là, je renchéris simplement pour dire que, en fait, en tout cas pour renforcer voilà, ce que le docteur Giraud vient de dire, que le parent est le premier enseignant de son enfant. Et l'apprentissage se fait tous les jours dans les moments que nous partageons avec notre enfant. L'enfant nous regarde les yeux dans les yeux, il épie les moindres faits et gestes de ses parents. Et là, nous jouons un rôle très, très, très important dans le développement et l'apprentissage de l'enfant. Tout ce qu'on fait ensemble avec les enfants, ça reste dans la tête des enfants. Maintenant, moi, ce que je voudrais ici, parce qu'on parle des enfants en général,
Mais est-ce que nous avons pensé aux enfants défavorisés? Par exemple, des enfants dont les parents n'ont pas les moyens. Alors, comme vous venez de le dire, Madame Diouf, l'inspecteur vous a dit, même si les parents n'ont pas les moyens, organisez des li ñuy wax naan ay kii yu fo ay temps yoo xamante ni xale yi dañuy toog di fowandoo la socialisation etc. Ce qui nous renforce aussi dans la compréhension de ce que vient de dire le docteur Giroux. C'est-à-dire que le socio-affectif de l'enfant est tellement important, bien que tous les autres domaines sont interconnectés, mais quand l'enfant, sur le plan social, sur le plan affectif, il n'a pas son développement psycho-affectif ou socio-affectif n'est pas au beau fixe, ça se sent et ça se voit. Les performances sont très limitées et ensuite, l'enfant ne grandit pas comme il faut. Il a peut-être une certaine perte de confiance en soi, une certaine perte de self-esteem et cela est très, très, très dangereux chez l'enfant. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour cette socialisation? Peut-être organiser pour les enfants, en fait, dits défavorisés, essayer de créer des choses, comme par exemple créer une activité de lecture où on invite des enfants à venir s'asseoir autour d'un cercle, on lit un livre, un conte, etc. Et on demande aux enfants de socialiser entre eux. Donc, il nous faut vraiment réfléchir, nous, en tant qu'éducatrices, à comment intégrer, nous, dans nos préoccupations par rapport aux tout-petits, comment intégrer les enfants défavorisés. C'est cet aspect que je voulais souligner, Madame Kenny, et merci beaucoup pour ce webinaire très, très, très intéressant. Moi, je suis là, scotchée. J'ai écourté un cours pour être présente aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci, Mathie. Merci beaucoup. Madame Kenny, s'il n'y a pas d'autres interventions, vous levez la séance? Oui, je lève la séance vraiment en remerciant encore comme d'habitude. Vraiment, je suis toujours touchée de voir que nous sommes là pour tenir compagnie à l'animateur, au conférencier, et puis pour pouvoir surtout apprendre de ce qu'ils viennent nous dire. Alors, je vais terminer en disant, comme chez les Québécois, aujourd'hui, on va dormir beaucoup plus intelligent qu'hier. Donc, continuons à bien dormir intelligemment et travaillons ensemble pour que cette intelligence-là soit partagée et soit vraiment partagée dans nos structures et avec nos enfants. Allez, gros bisous à vous et bonne soirée. Merci, Merci, bonne soirée. Merci à tout le monde et au revoir. Merci, madame. Merci, Mathie. Bonne soirée tout le monde. Au revoir. Merci, bye bye. Au revoir. Merci, Vivian. Merci, Vivian. Merci, au revoir, Sylvie. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée à tout le monde. Merci.